Aujourd'hui, nous parlerons de programmation des graph7, plus particulièrement donc sur le Siemens TIA Portal. On fera l'application au S7 1500. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de savoir adapter les graph7 à la norme graph7 à la programmation spécifique du langage SFC, tel que l'a défini Siemens dans le TIA Portal, et le faire pour un automate particulier qui est le S7 1500, qui a ses propres spécificités. On le fera pour les éléments de langage courant, temporisation, compteur. Alors ça correspond à l'activité 3 du BTS CRSA, en conception détaillée, et bien sûr aux activités de projet 6 à 9. Nous verrons la configuration des S7 1500 en vue de la programmation en simulation. On ne fera pas le détail de toute la configuration des S7 1500. On parlera de l'interface spécifique à la programmation SFC qui est un petit peu particulière dans ce cas-là. Et on va voir l'adaptation des principaux éléments du langage graph7 vers le SFC dans sa version donc Siemens. Les actions mémorisées ou continues, les temporisations, les compteurs. Et on conclura par la simulation avec le simulateur donc PLC Sim version 12. Lorsqu'on lance le TIA Portal, on se retrouve devant l'interface particulière avec l'aide fournie. On préférera utiliser la vue du projet pour lancer nos projets. Nous allons démarrer un nouveau projet que nous situons, que nous enregistrons. Nous allons commencer par ajouter un appareil. L'appareil choisi sera donc dans la gamme des S7 1500. On peut utiliser un appareil en fait quelconque puisque nous allons aller en simulation. On peut prendre le premier qui est disponible ici. Ensuite, nous sommes sur les automates de la série S7 1500 sont des automates modulaires. Donc il faut ajouter les différents modules. Seul le module correspondant à l'unité centrale apparaît. On peut ajouter des modules d'alimentation. Alors dans notre cas, bien entendu, en simulation, ça n'a pas d'intérêt majeur. Néanmoins, dans une véritable application, il serait nécessaire de le mettre. On peut ajouter un module d'alimentation tel que celui-ci. Et on va ajouter des modules d'entrée-sortie, alors qui sont nécessaires si on veut faire une simulation plus réaliste. Alors les DI, les Digital Input, sont des entrées. Je vais en choisir un que je vais ajouter. Voilà, ici. Et je vais mettre des sorties, un module de sortie. Donc j'ai 16 entrées. Je vais rajouter au moins 8 sorties ici dans mon module ici. Alors ce qui est intéressant et important de vérifier, c'est les adresses choisies. Je constate que pour le module qui correspond aux entrées, j'ai l'adresse 01. Pour le module de sortie d'office, je démarre à l'adresse 0, ce qui correspond à ce que j'aurai sans doute besoin pour mon automatisme. Je vais maintenant configurer la CPU. Alors je double-clique sur celle-ci, ça me fait apparaître donc cette page ici. Et je regarde les onglets. Alors si je programmais sur un véritable automate, un automate réel, il faudrait configurer de manière très importante donc l'adresse IP du projet avec celle qui correspond bien à l'automate réel. Dans notre cas, ça n'a pas d'intérêt puisque nous serons en simulation. Néanmoins, je peux configurer également, comme sur les autres automates Siemens, le memento système, éventuellement, en tout cas le memento de cadence. Alors, par habitude, j'utilise l'adresse 255, mais ce n'est pas une obligation. Nous allons maintenant ajouter
un bloc qui correspond à un bloc qui traitera du graphe 7, donc qui s'appelle graph, ici en langage Siemens, qui correspond au langage SFC, mais en général, langage normalisé. On va attendre qu'il soit créé. Constate par exemple, bien qu'il y a dans la fenêtre de programmation, elle est divisée cette fois-ci en deux grandes parties. La première partie comprend 4 éléments, les instructions permanentes en amont, le graphe ou les graphes par lui-même, les instructions permanentes en aval et d'une part les alarmes. Alors, on constate que ça correspond à ce que d'autres logiciels d'automatisme font. Hein. La partie donc graphe 7 par elle-même, c'est dans ce graphe qu'elle sera réalisée, mais on peut rajouter des instructions qui vont précéder cela en ladder, et on peut ajouter des instructions éventuellement après l'exécution du graphe, donc en aval, par rapport aux habitudes de traitement préliminaires ou postérieures, comme on les avait appelées d'autres fois. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est le fait que nous avons différents niveaux de zoom accessibles à travers maintenant cette interface. Dans cette fenêtre apparaît donc ici le graphe, une sorte de mini-graphe qui va apparaître. Dans cette partie-là, la partie développée, mais avec différents niveaux de développement. Alors on accède à ces différents niveaux avec les icônes qui sont ici, donc la partie instruction permanente en amont, la vue graphe ou une vue graphe unique. C'est un peu particulier, si je clique là-dessus, je constate que j'ai un développement comme un zoom sur l'étape en cours avec l'ensemble des transitions associées. J'ai les actions avec éventuellement leurs modificateurs, on en parlera tout à l'heure. Les transitions et les réceptivités associées. On notera également ici que les réceptivités sont codées en langage ladder en graphe 7. Il existe de plus une autre manière de représenter. Alors je reviens à ma vue ici graphe. Et en fait je peux zoomer localement sur une étape ou une réceptivité. Ça va développer une fenêtre associée à l'étape qui contient le contenu. Et ici, par exemple, je vais faire apparaître les actions et de nouveaux identificateurs. Mais je n'ai que cette fenêtre qui est zoomée puisque je travaille dedans. Une fois que j'ai rempli, je peux dézoomer. Je peux également dézoomer localement, ici, la réceptivité avec donc la partie ladder associée. Je propose de traiter le petit graphe 7 suivant comme exemple. On peut prendre ceci, donc je vais faire une étape initiale, un départ cycle, une étape suivante dans laquelle je vais mettre une action non mémorisée, une action continue, peut-être ajouter une action mémorisée pour voir bien comment est-ce qu'elle sera traitée. J'attends, admettons, ici une réceptivité particulière. Je vais rajouter une fin d'action pour B. Avec mettons B0. Je peux rajouter, allez, quatrième étape, dans laquelle je vais rajouter un compteur. Déclenché par l'arrivée sur l'étape et avec un choix alternatif entre le fait de, si le compteur est inférieur, mettons, à  5, un retour,
compteur C supérieur ou égal à 5. Ici, un arrêt. Il me faut bien sûr ajouter une réinitialisation. Nous revenons à notre programmation. Alors, je suggère de commencer par traiter la partie graphe. C'est-à-dire, on va créer le graphe qui correspond à notre graphe 7 que nous avions donc ici. Je le reprends, ce graphe 7. Et donc, dans l'ordre, j'ai une autre étape qui va venir se rajouter ici. L'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Je constate que j'ai ensuite un choix alternatif. Alors je vais ouvrir une branche à ce niveau-là. Voilà, juste à ce niveau-là. Donc ça va me faire un choix alternatif. Et je dois me raccorder ensuite sur deux étapes séparées. Alors je dois aller vers une étape, un saut. Ça s'appelle ici un saut. Alors celui-ci, c'est un saut vers l'étape 1, ici. À ce niveau-là, je vais réaliser un saut également. Mais je vais faire un saut vers l'étape 2. J'ai réalisé. On va pouvoir maintenant programmer les réceptivités, par exemple, ou bien les actions, une des deux. Mais auparavant, avant cela, il est suggéré, enfin je vous suggère, comme d'habitude, d'insérer des variables dans la table des variables avant de les utiliser. Alors, on va tout d'abord mettre les variables qui correspondent aux entrées. Alors, nous avons une entrée qui s'appellera DCY, donc qui correspond dans ce cas-là à une entrée. Alors, les entrées démarrées à l'adresse 0. Je mets ensuite donc A1, B1. Et dans mon graphe 7, j'utilise également B0. Je vais ajouter les sorties. A, donc qui n'est pas en I, mais qui sera en sortie, donc Q, adresse 0, 0. Ensuite, j'avais la sortie B. Voilà, alors le problème du compteur, je préférerais en parler après, lorsqu'on l'abordera dans la programmation de celui-ci. Pour le codage du compteur, il y a plusieurs manières de s'y prendre. On peut utiliser bien sûr l'incrémentation sur un entier, un integer, codé en MW, ou bien utiliser un bloc compteur. Alors je préfère personnellement utiliser les blocs compteurs. Alors on peut le mettre en instruction permanente en amont, ici. Je rajoute un compteur, voilà, de ce type-là. J'aurai à coder et rentrer des informations à ce niveau-là. Je peux récupérer la valeur du compteur, la counter value, dans une variable qu'il faut que je définisse. D'autre part, à cet endroit-là, la preset value, c'est une valeur qui sert à faire un test d'activation de la sortie Q, dont nous ne servions pas aujourd'hui, donc on peut mettre n'importe quelle valeur ici. Je reviens à la création d'une variable. Alors je vais utiliser une variable que je vais appeler C, admettons. Cette valeur, c'est une mémoire, alors de type, vous changez de type ici, voilà. C'est de type entier, c'est du int. Et donc je vais coder son adresse qui sera en MW, admettons 0 si on veut. Je reviens maintenant à ma programmation de bloc ici. Et cette fois-ci, je peux sortir donc sur C. Je reviens à ma programmation, la programmation de mon graphe ici.
avec le traitement donc de la réceptivité liée au test. Alors je vais rajouter un bloc ici de comparaison. Alors langage contact, les blocs de comparaison apparaissent ici. Voilà, c'est un comparaison inférieur. Voilà, tout de suite. Je compare la valeur de C. Il me rajoute tout de suite le type integer à la valeur de 5, ici. Et je vais développer celui-ci aussi. C'est un supérieur ou égal. Mon bloc C supérieur ou égal à 5. J'ai fini mes réceptivités. Je vais maintenant passer au codage et à la programmation de mes actions. Alors la première action correspond au reset du compteur. Alors ce reset de compteur, comme j'ai utilisé un bloc à part que j'ai mis dans les instructions permanentes en amont, c'est là-dedans que je vais le programmer. En activant ce reset lorsque je suis sur l'étape 1, step 1. Donc comment je vais réaliser cela? Je viens dans mon bloc, j'ai le reset qui est ici, qui doit être activé par l'activation de l'étape 1. Alors en Siemens, il faut chercher la variable correspondant à l'étape, donc c'est step 1 dans mon cas, dièse step 1, et X correspond à l'état d'activation de l'étape. Je poursuis par les actions bien, qui vont être mises en place dans l'étape 2. Deux actions. Alors l'action A, qui est une action sur variable continue. Alors il faut un identificateur. Alors je cherche l'action continue. Ça correspond à l'identificateur N ici. Donc d'action continue. Alors je vais faire la même chose avec B, mais cette fois-ci l'identificateur est différent, puisque c'est une mise à 1, donc je cherche mettre à 1. J'ai réalisé l'action de l'étape B. Je poursuis avec l'action liée à l'étape 3, il s'agissait de faire un reset de B. Alors c'est très simple également, c'est reset, mettre à 0, B. Il ne l'a pas pris ici. Je poursuis avec l'action liée à l'étape 4. L'action liée à l'étape 4 était l'incrémentation du compteur sur le front montant de l'étape, l'activation de l'étape. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le codage ayant été fait grâce à un bloc compteur, il faut revenir au bloc compteur en sachant que l'incrémentation doit se faire sur l'activation de l'étape 4, donc du step 4 ici. Alors, c'est cette ligne-là qui est concernée. Je rajoute ici la condition d'activation. Je cherche le step 4. Je rajoute .x. Et voilà, j'ai mon activation. Nous avons terminé la programmation de notre graphe par lui-même. Alors, je peux refermer mes étapes si je le souhaite. Il faut passer donc à la simulation. Alors, je vais lancer PLC Sim, la version 12. Alors, lorsqu'on le lance, on se retrouve face à cette interface. Il faut créer un nouveau projet. Nous arrivons donc avec l'interface qui est présentée ici. Avant de compiler et de transférer, il faut terminer ce programme. Alors il y a une petite chose qui n'a pas été faite jusqu'à présent, c'est qu'il faut bien sûr appeler ce bloc graph7 à travers l'OB1, le principal bloc qui traite le cycle. Donc je transfère FB1 à l'intérieur. Je constate qu'il y a énormément de choses qui peuvent se rajouter pour commander ce graph7. On traitera ultérieurement de cette configuration. Nous allons donc compiler et transférer ce programme dans le simulateur. Alors c'est ce que je vais faire, compiler matériel et logiciel.
je vérifie que j'ai pas d'erreur de compilation. J'ai des avertissements, mais qui correspondent au fait que certaines étapes n'ont pas comment dire, n'ont pas d'action, mais ce qui était logique, c'est ce qu'on avait prévu. En fait, elles sont associées au comptage, hein, aux instructions permanentes. Une fois que j'ai fait ceci, je vais le charger donc dans l'appareil, matériel logiciel. Je sélectionne le simulateur pour S7 1500. Il a trouvé le simulateur. Je charge. Il me demande est-ce que j'écrase ce qu'il y avait dedans. Oui, je charge. Est-ce que je démarre la simulation? Oui. Donc à ce stade, le programme est en train de tourner, on peut dire, à l'intérieur du simulateur. Une fois que nous avons fait le transfert de notre projet dans le simulateur, donc on ouvre le simulateur, on se retrouve donc devant cette fenêtre. On peut vérifier que la configuration de l'appareil correspond bien à ce que nous avions configuré dans notre projet. Et on va pouvoir simuler réellement notre système. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons simultanément ouvrir les deux logiciels, donc le TIA Portal. On va le connecter. On peut le connecter à partir de là. Voilà. On va se connecter sur le simulateur. On constate qu'effectivement l'étape 1 est active. Mon simulateur, je vais le mettre de manière plus petite, de manière à faire apparaître la table de simulation. Alors la table de simulation est actuellement vide, mais c'est elle qui va nous permettre de commander les états de nos entrées. Alors ce que je vais mettre ici, c'est l'ensemble des variables qui vont me servir à piloter mon système. Alors j'ai bien sûr DCY, il reconnaît son adresse, j'ai A1, B1, B0, et je peux rajouter l'état de mes sorties, puisque je vais pouvoir voir l'évolution de ces sorties simultanément. Alors je vais un tout petit peu agrandir, de manière à faire apparaître ce qui est ici important, c'est sur ces cases-là que je vais forcer l'état de mes entrées. Alors pour commencer, il me faut DCY, donc je lance DCY ici, et je constate que je suis bel et bien passé à l'étape 2. Alors l'étape 2, on se rappelle que c'était l'activation de A et de B de manière différente. Je vérifie que j'ai bien l'activation de A et de B ici, dans les valeurs visualisées. Je peux poursuivre en forçant les transitions associées à l'étape 2, donc A1 et B1 ici. Alors c'est ce que je vais faire. Donc je mets A1, B1 et je suis passé donc à l'étape 3. L'étape 3, il n'y avait pas d'action associée, il y avait juste le reset de B. Je constate dans mon simulateur que ma sortie est bel et bien passée à 0. On attend B0 avant de poursuivre, donc je fais B0. Je vais pouvoir rajouter également, parce que j'avais un compteur, voir l'état du compteur, et je constate que mon compteur s'est bien incrémenté de 1. Je pourrais poursuivre, puisque je suis revenu à l'étape 2, alors je vais faire une autre boucle rapidement. Je constate que je suis passé à l'étape 3 qui attend de nouveau B0 et je suis revenu de nouveau à l'étape 2, j'ai bouclé, mon compteur lui est passé à l'étape 2. Je pourrais poursuivre ainsi de manière à tester les transitions en passant 5 fois dans la boucle. Mon simulateur, on peut dire, fonctionne. Si on souhaite ajouter une temporisation, on peut le faire assez facilement. Il suffit
de rajouter par exemple à ce niveau-là, si je veux faire à l'étape 3 une temporisation, j'utilise la variable t associée à l'étape 3. Donc cette variable t, je peux la rendre, demander qu'elle soit supérieure à, mettons, 2 secondes. Et donc, j'ai ici une temporisation de 2 secondes par rapport au déclenchement de la variable t, c'est-à-dire associée au temps de l'étape 3.